Nous recevons aujourd'hui Madame Claire Deschênes. Je vais d'abord la présenter avant de lui céder la parole. Alors, Madame Deschênes est une pionnière en génie. Elle est connue internationalement pour ses recherches dans le domaine des turbines hydrauliques et pour son engagement à élargir la place des femmes en sciences et en génie. Elle est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique et d'une maîtrise de l'Université Laval, ainsi que d'un doctorat de l'Institut national polytechnique de Grenoble, en France. Claire Deschênes devient la première femme professeure en génie à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval en 89. Elle y fonde le laboratoire de machines hydrauliques, puis le consortium en machines hydrauliques. Deux structures de recherche aujourd'hui mondialement reconnues pour leur recherche expérimentale et numérique sur les écoulements dans les turbines hydrauliques. La professeure Deschênes s'est illustrée sur le plan de la formation et de la recherche, notamment avec le soutien de subventions de plus de 20 millions pour ses travaux. Elle est auteure et co-auteure de plus de 100 articles, chapitres d'ouvrages collectifs et comptes rendus de conférences. Elle a également dirigé près de 50 étudiantes et étudiants au cycle supérieur et stagiaires postdoctoraux. Claire Deschênes s'est impliquée de longue date pour favoriser l'avancement et l'égalité des femmes. Notamment de 1997 à 2005, elle a été titulaire de la première chaire CRSNG Alcan pour les femmes en sciences et génie au Québec. Elle est cofondatrice de 3 OBNL sur le même sujet, l'International Network of Women in Engineering and Science, l'Institut canadien pour les femmes en ingénierie et en sciences, ainsi que l'Association de la francophonie à propos des femmes en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Depuis 2017, elle est directrice de la revue scientifique francophone Recherche féministe, une revue à visée interdisciplinaire. Claire Deschênes a reçu de nombreux prix et distinctions. En 2015, elle recevait le prix Synergie pour l'innovation, multiples entreprises du CRSNG pour ses recherches collaboratives du consortium en machines hydrauliques. Elle a reçu aussi 2 doctorats honorifiques, un de l'Université de Sherbrooke en 2019 et l'autre de l'Université d'Ottawa en 2016. Le 27 juin 2019, le Canada la nommait membre de l'Ordre du Canada. Le 4 novembre 2020, elle recevait le prix du Québec Lionel Boulet pour l'ensemble de sa carrière scientifique et pour son apport à la croissance économique du Québec. Enfin, au printemps 2021, elle a été nommée professeure émérite de l'Université Laval et chevalière de l'Ordre national du Québec. Alors, tout un parcours, Madame Deschênes, ça nous fait grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, de nous faire cet honneur et je vous cède maintenant la parole. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette super introduction longue et bien écrite, là, bien présentée. Ça fait le tour un peu de ma carrière. Je vais y revenir un peu à ça aussi. Je vous ai préparé une présentation PowerPoint, en fait. Puis ce que je voulais, c'est parler de mon parcours. Alors maintenant que je suis à la retraite, je me disais, même si je suis bien occupée, là, je me disais, je peux me permettre de parler un peu plus de moi-même, qu'est-ce que j'aurais fait dans les autres années. Et puis, j'ai pensé que pour votre public, ce serait intéressant de partager cette expérience professionnelle et personnelle en même temps. Donc, c'est un peu ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Là, je vais partager ma présentation en espérant que tout fonctionne bien. Alors, normalement, ça devrait aller. J'ai essayé tout ça tantôt. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Donc, effectivement, je suis à l'Université Laval et en fait, je suis née à Grand-Mère, donc je suis partie de cette zone-là pour venir étudier à l'université. Et puis, j'ai franchi, en fait, petit à petit, toutes les étapes qui m'ont amenée vers la carrière de professeur en génie mécanique. Et quelques réflexions là, que je veux partager avec vous. Alors, j'ai mis cette page du PowerPoint là, qui
qui marque des étapes clés un peu de mon parcours. Alors, si vous voyez la première photo, c'est quand je travaillais pour Hydro-Québec. Donc ça, déjà après que j'ai fait mes études universitaires et le cégep. Là, vous allez vous demander pourquoi je suis rentrée en sciences et génie. C'est la question que tout le monde me pose. Il y en a plusieurs, mais je vous dirais que quand j'étais au secondaire, à la fin des années 60, on vivait une période assez extraordinaire d'ouverture. Il y avait eu la réforme parents, il y avait eu toutes sortes de choses. C'était une période qui était vraiment excitante et qui permettait aux jeunes comme moi, qui venaient de régions, d'une famille pas riche, de pouvoir aller à l'université en utilisant les prêts bourses. Donc, c'était déjà la première étape importante là, pour que je puisse rentrer à l'université. Pourquoi le génie? Mais en fait, il y a plusieurs raisons, mais je vais vous en donner une. Quand j'étais au secondaire, j'avais fait une pièce de théâtre avec mes copines. J'étais chez les Ursulines, juste avec les filles. Et puis, on avait joué un sommaire du livre Le Petit Prince, là, quelque chose comme ça. Puis moi, j'avais joué l'Aviateur. Alors, c'était la première fois que je me projetais dans un rôle masculin. Et j'aimais ça. Donc, c'est un détail, mais c'est comme quoi, c'est pour dire que des fois, ça prend juste une petite étincelle qui fait qu'on peut se projeter dans une carrière. Donc, c'est pour ça que je suis rentrée en génie, entre autres. On peut l'élaborer, mais entre autres, c'est ça. Donc, quand je travaillais, je pourrais vous parler de mes études, mais je dirais que ça s'est bien passé. J'ai étudié à Grenoble, ça a été une période assez intéressante pour le doctorat. Avant ça, j'avais travaillé pour Hydro-Québec. C'est là que je me suis mis à aimer les turbines hydrauliques. Je vous disais dans un résumé quelque part que je les trouvais belles, je les trouvais élégantes. Et je sais pas, je me demandais pourquoi à l'époque, j'ai toujours travaillé là-dessus. Puis avec le temps, j'ai compris que ces turbines-là, leur forme, qui sont très avec des courbes et tout ça, reprennent la forme qu'ont les écoulements de fluide ou les structures fluides, et c'est pour ça qu'elles ont les formes qu'elles ont et que je pouvais les trouver belles. Donc, c'était un peu... j'ai bâti ma carrière là-dessus. J'ai fait... j'ai donc fait mes études doctorales sur un sujet qui portait, en fait, sur l'analyse numérique dans un écoulement dans les turbines hydrauliques. L'analyse numérique, c'est qu'on utilise l'ordinateur pour essayer de simuler les écoulements ou autre chose dans un problème qui nous intéresse. C'est le fun, là, parce que, je veux dire, c'est quelque chose, là, à l'époque, là, j'avais fait une programmation complète là, pour ceux qui sont en simulation numérique ou éventuellement en génie, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc, à l'époque, j'avais programmé tout, de A à Z, les équations de Navier-Stokes, les analyses, la visualisation, etc. Puis c'était aussi, tout ça rentrait sur 20 MB, vous ne le croirez pas peut-être. Et c'était vraiment ça, une période excitante, une période avec les premiers chats, entre universités, les premières utilisations de email, etc. Donc, ça a été une période vraiment charnière pour moi. Là, j'ai sauté un peu, je ne sais pas si mon curseur, vous allez le voir. Voyez-vous mon curseur? Bon, j'ai sauté en 80-82 un voyage que j'ai fait autour du monde après Hydro-Québec, où ça a été important pour moi, ce voyage-là, parce que je voulais comprendre l'humanité. En fait, moi, j'aime ça comprendre les choses. Je voulais voir et comprendre l'humanité. Et c'est bien ce qui est arrivé. Je voulais aussi avoir un peu de recul avant de rentrer dans mes études universitaires, voir où est-ce que je m'en allais. Et c'est pour ça que j'ai fait... enfin, c'est une des raisons pourquoi j'ai fait ce grand voyage. Puis là, c'est pas banal, hein? C'est sans chat, sans email. Les téléphones, ça coûtait 100$, on ne pouvait pas les faire. On avait l'argent, puis on avait l'argent dans nos poches. Donc, c'était vraiment quelque chose de très spécial. Donc, je ne veux pas élaborer trop là-dessus, mais c'est une étape importante pour moi. Quand je suis revenue, en fait, j'avais une bourse de l'Université Laval pour aller faire le doctorat. Quand je suis revenue, j'avais un poste de professeur qui m'attendait. Donc, un professeur dans les turbomachines.
donc dans mon domaine. Et puis c'est là que j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Puis au lieu de continuer à faire de la simulation numérique, vous allez le voir avec le temps, j'ai fait de la validation numérique et c'est ce qui m'a permis de développer le laboratoire et puis d'avoir la carrière que j'ai eue. J'ai eu aussi, évidemment, la chance d'enseigner, de former plusieurs étudiants. Et c'est un élément important pour moi. J'ai beaucoup travaillé pour les femmes en sciences et génie, mais Nathalie en a parlé et je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, donc les recherches en hydroélectricité, quel est le but? En fait, vous savez que l'électricité, évidemment, vous savez que c'est important pour le Québec, mais peut-être savez-vous moins qu'il y a une industrie vraiment importante au Québec sur l'hydroélectricité, qui date même de la fin du 19e siècle. Donc, on a une expertise qui est importante. Et actuellement, les turbines hydrauliques, on doit les modifier, on doit les analyser parce qu'on les utilise de manière différente qu'au début. On concevait au départ les turbines pour un point de fonctionnement optimum. Mais maintenant, avec l'arrivée des éoliennes, d'autres formes d'énergie, avec la vente aussi d'énergie, on est obligé de les faire fonctionner en arrêt départ plus ou en attente d'être utilisées. C'est des zones de fonctionnement qui sont dommageable pour elle en général. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui se passe au point de vue hydraulique, qu'est-ce qui se passe au point de vue vibration, etc. Et donc, il y a un champ de recherche énorme là, qui s'est ouvert là-dedans. Et ben, mon but, c'était... en fait, j'ai commencé... Je suis allée voir l'industrie, puis j'ai commencé à leur dire, ben, on pourrait peut-être faire un centre de recherche au Canada ou au Québec qui nous aiderait à développer les nouvelles connaissances qu'on a besoin pour se maintenir à un niveau intéressant pour la recherche et le développement des turbines. Donc, dans mon programme de recherche avec l'industrie, il y a eu ce que vous voyez ici, là, axialité, BUT, TA français. J'ai fait beaucoup de choses, mais à un moment donné, j'ai eu assez de crédibilité pour travailler avec ces grandes industries. Là, c'est pas non plus quelque chose qui a été facile. Ça m'a pris 10-15 ans certainement à monter la crédibilité du laboratoire et ma crédibilité personnelle. On pourrait éventuellement en reparler. Là. Étant une femme, c'est pas nécessairement facile. Hein? C'était pas facile dans les années 80, 90, même 2000. Mais bon, ça a fini par bien fonctionner. L'industrie m'a fait confiance. J'ai répété des essais. En fait, pour faire ça, il a fallu que je répète des essais dans mon laboratoire sur un modèle réduit qui avaient été testés déjà dans des laboratoires industriels ou d'autres laboratoires à travers le monde. Ce qui fait que les gens se sont mis, ben oui, OK, la petite Deschênes est capable de faire ça aussi. Donc, on va peut-être lui donner des travaux et on va essayer d'aller voir si on peut développer des choses ensemble. Donc, 3 projets, Axialité, BUT, TA Francis, vous avez les dates devant vous. Et ces 3 projets-là nous ont permis d'avoir plusieurs retombées. En fait, on va aller caractériser le comportement des turbines hydrauliques à l'intérieur du banc d'essai, qu'on installe sur le banc d'essai. On va identifier les phénomènes hydrauliques dessus. On va évaluer les stratégies numériques. Donc là, je reviens à mes premières amours, là. La simulation numérique, mais l'expérimental, ça me permet de valider ces simulations numériques. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tantôt. On créait des bases de données expérimentales avec des données qui étaient vraiment utiles pour des cas tests, si on veut, là, pour l'industrie, pour leur permettre d'améliorer leurs propres outils de conception ou d'analyse de fonctionnement des turbines. Et bien évidemment, la formation de personnel hautement qualifié. Donc, vous voyez ici le laboratoire. En fait, je vais regarder mon autre écran, là, où je suis en plein écran, pour pouvoir vous le montrer. Alors, le laboratoire ici, c'est sur 3 étages. C'est une boucle qui est en jaune ici, une boucle dans laquelle il y a du fluide. C'est une boucle fermée. Et on installe un modèle de turbine ici en haut qui, je ne sais pas, moi, là, ça fait peut-être 3 mètres de long. Là. Donc, ça vous donne une idée. Puis à l'intérieur de ce modèle-là, il y a une roue qui est le cœur de la machine. Donc, la roue, c'est ce qui fait tourner
Enfin, l'écoulement fait tourner la roue, en principe, qui permet de produire l'électricité après qu'on on a joué la roue et un atome. Donc, c'est ce que je disais tantôt, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la machine à différents endroits, au point de vue expérimental. Pour ça, on a dû développer, on a acheté des appareils très sophistiqués avec du financement gouvernemental et industriel. Et on a réussi à aller chercher des choses vraiment intéressantes. Ici, on voit un étudiant qui était en train de s'installer pour une mesure par PIV laser à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la machine, on va envoyer des faisceaux laser, puis on va aller photographier les écoulements qui sont éclairés par des petites particules. Et puis, si on prend 2 photos très rapprochées, on va se trouver être capable d'aller voir la vitesse à l'intérieur. Donc, on fait ça. On fait aussi des mesures de pression. Donc, par exemple, on va mettre des capteurs de pression sur les os de la turbine, sur les pales de la turbine, et elles vont aller voir les variations de pression dans le temps. Donc, ça nous permet de savoir un peu qu'est-ce qui se passe, en tout cas, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans nos outils, on a aussi des outils numériques sophistiqués. Là, c'était mes premières amours. Donc, les modèles hydrodynamiques pour les écoulements et des modèles pour simuler les comportements dynamiques. Donc, on va comparer les deux et on va pouvoir avancer dans nos connaissances et puis donc aider l'industrie avec ça. Nathalie vous disait qu'on a créé, que j'ai créé en fait avec l'industrie le consortium en machines hydrauliques qui a démarré en 2007 et qui existe encore, qui est donc ce centre de formation, ce centre canadien d'expertise et de recherche que je voulais mettre sur pied, qui permet de former des étudiants et dans lequel travaillent beaucoup d'industries publiques et privées, comme Hydro-Québec ou d'autres. Et puis maintenant, on a des industries qui viennent de l'international qui travaillent avec nous. Donc, le modèle du consortium, c'est lui qui m'a permis d'aller chercher le prix Synergie du CRSNG, simplement parce qu'ils ont aimé la formule. Donc, ce qu'on fait, c'est de la recherche pré-compétitive, dans le sens que les bases de données qu'on crée, c'est pas un produit fini. C'est un produit qui aide à la conception puis à l'analyse des turbines. Donc tout le monde est capable de partager des données, même s'il y a du privé et du public à l'intérieur du consortium. Là, ce modèle-là a été salué quand j'ai reçu le prix. Vérification, validation, je ne rentrerai pas beaucoup là-dedans. Je veux simplement vous dire qu'il y a une différence entre la vérification et la validation. La vérification, quand on est soit en expérimental ou en numérique, on veut savoir, on a-tu fait les choses comme il faut? Est-ce qu'il nous reste encore des bugs dans l'expérimentation, pour dire ça simplement, ou dans l'analyse numérique? Est-ce que tout fonctionne correctement? Donc, on fait beaucoup de vérifications. Dans mon doctorat, j'ai fait pratiquement que de la vérification, aucune validation. La validation, elle, c'est pour savoir est-ce que ce qu'on mesure ou est-ce que ce qu'on mesure ou ce qu'on simule avec les équipements, est-ce que c'est la bonne affaire? Est-ce que j'ai le bon modèle numérique? Est-ce que j'ai les bons outils pour aller chercher l'information que je vais aller chercher? Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça se fait avec des comparaisons comme la première fois, là, quand je fais comparaison entre une turbine qui a été mesurée à 2 endroits. Ou bien donc, nous, on fait aussi en expérimental, on va utiliser 2 techniques de mesure différentes pour aller mesurer la même vitesse au même point, pour ça, par exemple, pour savoir est-ce que c'est correct? Donc, la validation, ceux qui sont en génie ou en sciences savent que c'est vraiment, vraiment important de faire des recherches qui sont validées. Et moi, c'est ça que je voulais faire. Donc, quand on est arrivé avec dernièrement, là, je voulais vous donner juste un exemple de résultats. Quand on est arrivé là, moi, je me disais, ça y est, le laboratoire est pas mal mature et voilà, je suis rendue là où je voulais aller dans ma carrière, personnellement. Donc, je voulais vous dire ça parce que ça me paraissait important. Donc, un exemple de résultat, c'est le projet, sur le premier projet Axialité. On voulait comprendre et simuler les écoulements à l'intérieur de la turbine. Donc, ici, on a un modèle. Je vous disais que c'est un petit modèle, le modèle réduit là, qui faisait
2-3 mètres tantôt. Celle-là, il est plus vertical que l'autre, mais c'est pas grave. Celui qui est dans la turbine. Puis on voit aussi la roue qui est tellement importante sur laquelle il y a des capteurs de pression. Et on voulait donc aller voir, c'est une turbine de basse chute, il y en a au Québec, plusieurs. Et puis on voulait voir la dynamique des écoulements, on voulait savoir qu'est-ce qui se passe quand on met la machine en fait, quand elle est en attente. Donc, elle attend qu'on la mette en route avec... donc, elle est sans charge, en fait. Elle ne produit pas d'électricité, mais elle tourne pour qu'on puisse, l'Hydro-Québec, par exemple, puisse la brancher à un moment donné, puis que ça aille vite. Donc, par contre, quand on est en sans charge comme ça, il y a plusieurs brasses d'écoulement, ça brasse beaucoup, puis on voulait savoir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur. Il y a des vibrations, toutes sortes de choses. Donc, on a un des projets qui a travaillé là-dessus. Vous voyez un résultat numérique ici. Donc, on voit la roue à gauche, à droite. Et on voit là, en bleu, c'est le fluide, ou c'est une partie du fluide qui est en train de s'organiser pour faire 3 tourbillons. Et ces structures tournantes tournent à l'intérieur de la roue, mais pas exactement à la même vitesse de la roue. Et puis ça s'apparente à quelque chose qui, s'il y a des mécaniciens parmi vous, là, s'appelle un décrochage rotatif. Donc on s'est mis à comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passait là-dedans. Ces simulations-là sont validées par les mesures de pression que je vous disais sur les aubes de roue tantôt. Donc, on voit ici plusieurs capteurs qui avaient été installés sur les aubes de roue. Et en rouge, c'est les mesures. En bleu, c'est les simulations. Et on voit que c'est très, très proche. Donc, on avait validé nos mesures. Donc, je voulais juste vous montrer ce petit exemple pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça, c'est sur le côté de ma recherche classique en génie. Maintenant, je vais prendre juste quelques moments pour vous parler des femmes en sciences et génie. Donc, quand je suis rentrée, quand je suis née, en fait, je suis née en 1954, mais en 1957, il y avait moins qu'1% de femmes ingénieures au Québec. En 2018-2019, on voit qu'il y en avait 15%. Donc, ça a augmenté, les choses ont changé, mais pas très, très rapidement. Les améliorations sont lentes. Alors, quand le CRSNJ a créé ses chaires, il y en a eu une qui a commencé en 89 avec Monique Fries, que vous voyez ici tout à droite. À droite quand on regarde l'image, là, ou à gauche. Elle est à gauche des autres. Et d'ailleurs, elle a donné une conférence, une de vos premières conférences. Donc, cette pionnière-là, en partie, les chaires CRSNJ, c'était parmi les premiers programmes qui existaient au Canada, les programmes importants, là, je dirais, qui existaient au Canada pour les femmes en sciences et génie. Ce programme a été étendu. Monique Fries s'est clonée, que je dis. Donc, moi, j'ai eu une chaire de 97 à 2005. C'était la première chaire du Québec comme telle. On travaillait beaucoup à la promotion des carrières des carrières en sciences et génie auprès des jeunes femmes et on a monté plusieurs programmes pour ce faire. Donc, les défis étaient d'essayer d'augmenter les nombres. Les défis étaient aussi de comprendre pourquoi il y avait si peu de femmes qui rentraient dans certains secteurs des sciences et du génie. Et on essayait de travailler sur aussi les femmes dans la profession, déjà en profession pour les garder en carrière et puis les permettre d'avancer. Les défis n'ont pas beaucoup changé de nos jours. On en est à peu près aux mêmes choses, mais je vous dirais que la problématique est mieux connue et les programmes sont mieux organisés et puis tout s'est un peu politisé et devenu très, très grand. Nous, quand on a commencé, on travaillait isolément, mais maintenant, on voit que tous les programmes sont branchés ensemble. Le gouvernement est impliqué, beaucoup d'organismes paragouvernementaux. Vous travaillez, mais vous êtes branchés avec d'autres, vous travaillez sur cette question-là, mais branchés avec d'autres. Et c'est devenu une problématique qui n'est pas seulement nationale, je dirais qu'elle est internationale. Donc, tout le monde travaille sur ce sujet-là, entre autres.
Donc, c'est un problème social ou quelque chose qu'on veut régler. Bon, les gens diraient peut-être que tout est réglé, mais moi, j'ai assez travaillé là-dessus pour vous dire que non, tout n'est pas réglé, même si les choses ont bien avancé. Vous voyez l'objectif 30 en 30, là, ça c'est Ingénieurs Canada qui vise en 2030 d'avoir 30% de femmes qui diplôment en génie. Donc, c'est un objectif que plusieurs autres organismes ont repris et puis que certaines universités ont réussi à atteindre. Et soutenir en carrière, transformation des pratiques organisationnelles. Moi, j'ai travaillé là-dessus. Je vous en parle dans la slide suivante. Maintenant, on ne parle plus seulement des femmes en sciences et génie, on va parler aussi d'équité, diversité et inclusion. Donc, c'est devenu une problématique importante au point de vue national dans les universités un peu partout. Mais à l'intérieur de cette problématique-là, les femmes en sciences et génie sont un des éléments, en fait, de la diversité. Avec les organismes avec lesquels je travaille, que Nathalie a mentionné tout à l'heure, il y en a un qui s'appelait l'Institut, là. Tout à l'heure, il a changé de nom, il s'appelle COS, c'est pas plus clair que ça, mais on travaille à créer les archives canadiennes pour les femmes en sciences et génie. C'est une problématique qui a émergé récemment. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé dans les sciences et des génies dans l'histoire du Canada, mais elles sont assez peu connues. Tu sais, on a quelques lignes quelque part, et puis c'est quand même pas suffisant pour savoir profondément qu'est-ce qu'elles ont vécu. Donc, l'idée, c'est de travailler dans ce cas-là avec la Bibliothèque d'Ottawa et de ramasser des archives pour les femmes en sciences et génie. Avec l'organisme AFESTIM, on est en train aussi d'écrire un manifeste pour les sciences et génie. Peut-être ça va vous intéresser. Le manifeste va contenir 50 textes courts. Il y a beaucoup d'organismes au Québec, au Canada francophone, qui ont écrit des petits textes sur différentes problématiques qui touchent les femmes en sciences et génie. Et ça va sortir en mars 2022. Donc, c'est un peu, ça vous donne une idée du travail qui est fait. Si jamais ça vous intéresse de fonctionner en anglais, aussi l'organisme INOES, qui avait été fondé par Marie-France et moi, qu'on comprend maintenant, est maintenant dans 60 pays du monde et a pris en charge les conférences ICWES, International Conference of Women Engineers and Scientists. Ça vous donne un petit portrait, mais je voulais quand même vous dire, puisque je vous disais, je vais vous parler de mon parcours et de ma vie à moi, pourquoi je me suis impliquée pour les femmes en sciences et génie. Donc, c'est sûr que comme étudiante en génie et aussi comme professeure, j'étais assez isolée. Là. Il y avait très, très peu de femmes. Et puis comme j'avais besoin de femmes autour de moi, d'une part. Donc, je me suis dit, bon, ben je vais aller voir s'il y a d'autres femmes qui sont intéressées à cette question, les femmes qui sont pionnières dans leur domaine, mais qui sont dans des domaines non traditionnels. Donc, j'en ai trouvé. Et j'avais aussi besoin de comprendre ce que je vivais. Donc, est-ce que je vis des choses différentes de celles des hommes? Oui, je vivais des choses différentes. Je n'avais pas de mots pour le mettre dessus. Ça ne veut pas dire que ça allait mal, ça allait bien, mais je voyais très bien qu'il fallait que j'agisse un petit peu différemment. Une colère chez les femmes, ça passe très mal. Faire des blagues avec les techniciens, ça passe bien. Tu sais, il y a des choses comme ça que j'ai appris sur le temps, mais je voulais un peu comprendre cette problématique-là. Puis, en travaillant pour la chaire, et pour les organismes, il y a une autre tombée qui est arrivée pour moi que je n'avais pas vue au départ. Donc, je suis allée chercher des compétences avec ces groupes de femmes, des compétences managériales, d'administration, en plus de toute la compréhension. Puis ces compétences-là m'ont énormément aidée pour développer mon laboratoire. Si j'avais et le rendre au point où il est rendu maintenant. Donc, si je n'avais pas fait ça, je ne suis pas sûre que je me serais rendue à l'endroit où je suis maintenant. Donc, je pense que je voulais prendre la peine de vous mentionner ça en titre d'exemple ou de modèle. Là, je change un petit peu de sujet. Je voulais juste vous donner un détail pour les femmes ingénieures parmi vous. J'ai travaillé avec la professeure Sophie Brière de l'Université Laval et d'autres professeurs dans d'autres professions
que le génie. Moi, je m'occupais de la partie génie de cette étude-là, puis ce qu'on voulait, c'est examiner, comparer la réalité des femmes dans les milieux non traditionnels dans plusieurs carrières au Québec. Qu'est-ce qu'elles vivent dans l'industrie, dans la pratique professionnelle. Donc, il y en avait plusieurs. Là, je vous ai juste donné les professeurs. C'est un peu petit, là, je sais, vous n'êtes pas capable de lire ça, mais c'est pas grave. Là, je vous ai donné les professeurs en sciences et génie, les avocates, les ingénieurs et les inspectrices de la CNESST. Mais il y avait aussi des responsables de cégep, il y avait des femmes en médecine, etc. Donc, cette analyse-là était vraiment intéressante et importante, d'après moi. On a pu comparer c'est quoi les difficultés que chacune avait et puis c'est quoi les grandeurs que chacune avait. Donc, on a réalisé, par contre, par exemple, que la profession de professeur en sciences et génie, c'est difficile. Donc, c'est pas nécessairement très favorable pour les femmes. Et puis, celles et ceux qui sont professeurs parmi vous vont savoir pourquoi. On a une surcharge de travail et c'est très compétitif. En particulier en sciences et génie, là où il faut aller chercher les subventions, puis on se bat pour travailler avec l'industrie, etc. Donc, on veut travailler en équipe, mais en même temps, on est tous les uns contre les autres. C'est une profession qui est difficile, puis on change toujours de travail. Donc, on enseigne. D'un autre côté, c'est passionnant. Là. Je ne dirais pas que c'est pas passionnant parce qu'on est libre de développer ce qu'on veut. Là. Si on veut développer, comme moi, je voulais faire de la validation, monter un laboratoire, ce qu'on m'a dit, c'est si tu es capable de trouver l'argent puis pour te financer, puis les gens avec qui travailler, vas-y, ma fille, vas-y. Donc, c'est comme ce qui est vraiment intéressant dans cette carrière-là. Les avocates, elles ont des relations seniors, exécutants qui sont difficiles à vivre. Ce qui est rouge, c'est pas favorable, là, puis ce qui est vert, c'est favorable, puis ce qui est jaune, c'est moyen. Quand on arrive ici chez les ingénieurs, en fait, j'ai réalisé que la profession était particulièrement appréciée par les ingénieurs. Les ingénieurs, elles adorent travailler en équipe, mais elles adorent résoudre des problèmes et des problèmes de société. Et puis, ça donne beaucoup de satisfaction quand on avance dans les projets, c'est une profession qu'elles aiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a gardé du rouge ici pour les professions d'ingénieurs? C'est surtout que les nombres de femmes comparés aux hommes ne sont pas encore là. Donc, la participation n'est pas encore là. Puis, donc, on pense qu'il y a encore des choses à faire et à régler. Puis, les inspectrices de la CNESST, si jamais vous voulez une carrière qui est vraiment favorable aux femmes, je vous dirais d'aller là parce que c'est vraiment celle qu'on a trouvée qui était la meilleure. Voilà, donc, ça résume un peu ce que j'ai fait. Je répondrai à vos questions. Je voulais peut-être vous laisser avec quelques conseils d'une vieille qui a passé au travers de toutes sortes de choses. Si vous êtes aux études, je pense que l'important, c'est d'apprendre à connaître ses forces et ses limites. Vous êtes là pour ça. Plus on avance la maîtrise doctorat, plus vous allez voir des gens qui sont meilleurs que vous, mais que vous êtes meilleurs qu'eux dans d'autres compétences, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, plus vous vous connaissez à ce niveau-là, plus vous allez pouvoir faire les choses qui sont en adéquation avec vos compétences, vos capacités ou ce que vous avez développé. Et moi, je vous dirais de ne pas hésiter de sortir des sentiers battus. C'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises et puis je l'ai jamais regretté. En carrière, je vous dirais de choisir des défis porteurs. Donc, les défis de nos jours, sont certainement liés à l'environnement, décolonisation, des choses à la santé, des choses qui sont un peu différentes de ce que moi j'ai vécu. Et souvent des choses qui émergent, donc ça va grandir avec le temps. Travailler avec des équipes diversifiées, c'est de plus en plus important, qui ont des compétences multiples. Et puis, inclure la vision de chacun. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi est-ce qu'on ne fait pas telle affaire? J'ai dit ouais, peut-être. Au départ, c'était pas mon idée. Puis, en laissant les gens se développer comme ça à l'intérieur de l'équipe, on a bâti quelque chose que moi, je trouve qui est vraiment intéressant au bout de la ligne. Donc, on innove ensemble.
En dernier, je vous dirais que c'est super important, on le répète tout le temps, d'aller chercher des compétences transversales. Je suis allée chercher les miennes, celles que j'avais besoin en administration. Et sur la question des femmes en sciences et génie, mais il y en a d'autres à faire pour chacun d'entre vous et aller chercher des compétences à aller développer pour chacun d'entre vous. N'arrêtez pas en cours de route, c'est super important. Et je vous dirais que le réseau de contacts, les femmes avec lesquelles j'ai travaillé dans mon cas, m'ont aidé à grandir et à bâtir ma carrière. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Si je résume, peut-être audace et résilience. Hein? Et résilience, c'est important parce que ça a l'air, on résume ça en dedans de 30 minutes, là, mais il y a beaucoup de travail. Et puis, il y a des fois, ça ne marchait pas. Une silence, on ne l'a pas obtenu. Il a fallu recommencer, des choses comme ça. Donc, la résilience. Puis, au début, on n'a pas tout qui arrive tout cuit. Donc, la résilience, c'est quelque chose d'important. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à vous, Mme Deschênes. Je vais arrêter le partage. D'accord. Voilà. Alors, je vais ouvrir le chat. S'il y a des personnes qui ont des questions, ce serait le moment de soit lever la main ou indiquer vos questions dans le chat. Je vais pouvoir les lire ou vous donner la parole selon si vous levez la main. Alors, on a déjà un premier message dans le chat. Donc, félicitations pour votre parcours qui est vraiment inspirant. Comment avez-vous réussi à établir votre crédibilité dans votre domaine? C'est intéressant parce que vous en avez parlé, hein, que ça a pris quand même quelques années. Donc, on voudrait vous entendre un peu plus davantage là-dessus. Oui, ça n'a pas été facile. C'est sûr que j'en parlais. Il y a quelqu'un du vice-rectorat à la recherche qui m'a conseillé à un moment donné. Il a dit, commence par des petites choses, commence par essayer de faire du travail avec une industrie, puis de faire un petit projet. Commence avec des petits projets. Et au fur et à mesure, tes projets vont grandir. J'avais de la difficulté au départ d'arriver à un point où ma recherche serait reconnue, mais c'est le travail d'un universitaire de faire reconnaître sa recherche. Mais il m'a dit, il faut que tu bâtisses petit à petit. Commence par faire de la R&D, de recherche et développement, petit à petit avec l'industrie, puis éventuellement, ça va se grandir. J'ai dit, OK, je vais y aller comme ça. Les directeurs trouvaient que je ne publiais pas beaucoup au départ, mais quand même, il a bien fallu que j'aille chercher, moi, les compétences et mon équipe les compétences pour avancer. Puis je mentionnais tantôt que il y a eu un développement important au moment où une des industries avec lesquelles je travaille, qui est Alstom, qui a dit, on va aller tester un de nos... on va te donner un petit projet, mais avant ça, on va regarder si tu es capable de reproduire les caractéristiques générales d'une turbine modèle telles qu'on les a mesurées dans un autre laboratoire. Donc, on a commencé par faire ça, pour travailler avec les grandes industries. Donc ça nous a beaucoup aidé parce qu'ils nous ont aidés à développer une manière de faire. Et puis, on a réussi, en fait, à reproduire très précisément l'expérience sur la colline de rendement, en fait, d'aller chercher les caractéristiques de la machine. Et ça leur a donné confiance dans nos outils, dans notre banc d'essai et dans ce qu'on était capable de faire. Donc ça a été une industrie qui a fait ça. Puis là, on a fait un projet pour eux. Et puis, il y en a une autre qui s'appelle maintenant Andritz, qui est venue avec là son modèle et son problème. Donc là, on avait déjà deux industries qui étaient convaincues qu'on était capable de faire des choses intéressantes. Mais ça, c'était encore de la R&D. Donc, pour arriver en recherche, il a fallu créer le consortium en machine hydraulique, où tous les industries, en fait, c'est comme un collège, là, ou en tout cas une réunion de scientifiques des industries qui travaillent sur les turbines hydrauliques. Et ensemble, on est allé chercher des problématiques
On a regardé, on s'est dit sur quoi on pourrait travailler. On a dit, OK, nous, à l'Université Laval, on pense qu'on est capable de travailler sur telle problématique que vous avez dans l'industrie et de faire avancer les connaissances ou de faire avancer les outils que vous utilisez, vous permettre d'avancer dans vos outils. Donc ça a été comme le déclencheur qui nous a permis d'aller en recherche. Parce que si on n'avait jamais travaillé avec l'industrie, on n'aurait pas su quelles étaient les problématiques auxquels ils étaient confrontés. Donc, on a avancé comme ça. C'est comme ça qu'on a avancé, puis la crédibilité. C'était une bonne question, une très bonne question. Oui, c'est une excellente question, puis j'en retiens, bon, il y a beaucoup de choses que vous avez dit, mais j'en retiens 2 choses. Un, il faut se lancer, puis essayer des petits projets, vivre des succès avec ça, mais aussi l'importance des partenaires, de se trouver des partenaires pour démontrer de quoi on est capable, puis avancer, puis c'est ce qui vous a permis de développer par la suite. Alors, oui. Ben, je vois une autre question, je ne sais pas si vous la voyez. Tout à fait. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui aimerait suivre vos traces? Ah, je n'ai pas la même question. Mais il y en a plusieurs autres. Ah, d'accord. Ah, ben, les conseils, je pense que j'en ai donné plusieurs tantôt. Je pense qu'il faut être résilient, il faut ne pas avoir peur de foncer, aller chercher des compétences transversales et se connaître. Et se connaître, mais se challenger aussi en même temps. Avoir un peu d'audace. Okay. Autre question, quelle est votre plus grande satisfaction professionnelle? Ben, je pense que je l'ai mentionné, c'est certainement d'avoir réussi à atteindre mon but qui était d'avoir un laboratoire qui fonctionne pour faire de la validation et d'avoir créé ce centre-là à l'Université Laval. Je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, d'un centre qui fonctionne, qui est reconnu internationalement. Oui, je pense que c'est une grande satisfaction, je dois le dire. Oui. On a un autre message dans le chat. Merci pour le partage de votre fulgurante carrière. Avez-vous déjà été tenté par l'entrepreneuriat basé sur votre expertise pointue au lieu de partager vos données, les vendre ou vendre vos logiciels? Donc, est-ce que ça vous a déjà passé par la tête, cette idée-là? Non, je voulais faire. En fait, c'est parce que c'est une carrière universitaire. Je voulais faire ça, moi, la validation. Puis je voulais travailler avec l'industrie. Comme j'avais travaillé avec Hydro-Québec, pour Hydro-Québec, au départ, je connaissais les besoins de l'industrie. Et j'étais dans une université et dans une position pour faire de la recherche. Donc, je n'étais pas dans une position pour faire de l'entrepreneuriat. Au départ, j'avais essayé en fait, mon prédécesseur avait développé une petite turbine qu'on appelle maintenant la turbine Litch, de son nom. Et il y a eu des tentatives de commercialiser ça avec des entreprises privées, mais j'ai pas. Premièrement, il y a beaucoup moins d'argent dans ce secteur-là, mais c'était pas moi ce que je voulais faire. Ouais. C'est personnel, ouais. Ben, c'est ça, c'était pas votre mission à vous. Vous aviez c'est comme une espèce d'aller de mission. ailleurs. Ouais, tout à fait. Tout à fait. J'ai retenu aussi, en attendant, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas là, à mettre des questions dans le chat. Moi, j'ai retenu beaucoup aussi une phrase que vous avez nommée au tout début de votre conférence. Vous avez parlé de la pièce de théâtre dans laquelle vous aviez joué, puis vous avez parlé de cette petite étincelle qui a été comme une expérience que vous avez vécue, qui a eu quand même une bonne influence sur votre vie, parce que en tout cas, ce que je comprenais, c'était un peu comme le point de départ qui vous a amené à vouloir vous intéresser au génie, en tout cas, du moins à la science, puis c'est à la mécanique, parce que l'aviateur, il était comme mécanicien. Oui, tout à fait. C'est une des expériences qui m'a dit que je pourrais peut-être faire ça. J'étais dans une école de filles, j'étais forte en sciences, j'aidais mes consoeurs à réussir leurs examens en mathématiques puis en physique. Donc là, c'est sûr qu'il y avait une base de scientifique, là, quelque chose que j'aimais là-dedans. Ces sciences-là, ça me dirigeait plutôt vers les carrières masculines aussi. Mm-hmm. Mais je ne sais pas, le Petit Prince, ça m'a plu, cette histoire-là. Puis je me disais, mais tiens, je me vois avec un chapeau blanc d'ingénieur. Mais c'est pour dire, c'est ça, chaque expérience, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous mener. Puis, vous avez nommé celle-ci, mais vous avez dit qu'il y en a eu d'autres.
Moi, j'aimerais ça vous entendre sur d'autres petites étincelles comme ça qui ont guidé vos choix dans votre vie. Bien, je vous dirais que c'est pas simplement des étincelles. Là. Quand j'étais justement pour choisir le génie, j'avais, ben là c'est des problèmes, des questions familiales. Parce que mes parents étaient malades, puis je me disais, je veux avoir les deux très, très malades, et puis on était 3 enfants, puis je voulais une carrière qui pouvait me permettre soit d'aider ma famille, soit qui était très solide. Avec là, en misant sur mes compétences, je me disais, ben, si je vais en génie, ou ce que j'aimais, là, mes intérêts pour les maths, etc., je me disais, si je vais en génie, je vais peut-être pouvoir avoir cette carrière-là très solide. Donc, ça, c'est une raison importante. Mais j'aurais pu faire autre chose. Moi, après, là, quand j'ai fait la recherche en management, là, sur l'action concertée, j'ai adoré ça aussi. Puis quand j'ai voyagé, je me suis dit, j'aurais voulu être ethnologue. Tu sais, c'est comme les expériences de vie où les circonstances font qu'on fait des choix. On fait des choix, on vit avec. Et puis, à un moment donné, on va chercher, tu sais, si moi, je voulais aller chercher d'autres compétences, ben, je suis allée les chercher. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe, je trouve. Ouais. Oui, d'ailleurs, sur les compétences, vers la fin de votre conférence, vous en avez parlé. Puis, ce que je comprends, c'est qu'il y a des personnes qui ont contribué au développement de vos compétences. Hein. Vous avez dit, je me suis entourée. Je pense que vous avez eu cette force-là de savoir bien vous entourer pour continuer de vous développer, puis aller chercher des compétences complémentaires probablement aussi. Oui, ben, les compétences, en fait, une équipe, au point de vue de la recherche déjà sur le surveillance hydraulique, c'est pas possible pour moi de tout connaître, toutes les compétences qui sont nécessaires pour arriver au résultat. Donc, il faut se fier aux gens qui travaillent avec soi. Puis on a un projet, je dis, bon, ben, OK, toi, tu prends ce morceau-là, moi, je prends ce morceau-là, puis moi, je fais la gestion, puis l'autre fait telle chose. Donc, il faut travailler en équipe et puis aller chercher les compétences. Probablement qu'une de mes forces, c'est d'avoir justement réussi à attirer des gens qui voulaient travailler avec moi, qui voulaient travailler, qui trouvaient que mes projets étaient intéressants et qui trouvaient que je pourrais les aider eux-mêmes à se développer. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, c'est ça. C'était du gagnant-gagnant pour vous et pour eux et pour elles. Oui, oui. Pour les femmes en sciences, bien là, j'ai été secrétaire, trésorière, administratrice, ce sont des choses. Donc là, c'est là que les compétences administratives sont arrivées aussi. Oui, c'est ça. Vous êtes impliqué dans beaucoup de projets, là, en dehors même de la recherche. Là. Vous êtes une femme qui s'est investie beaucoup là, pour la question des femmes, mais de manière générale. Oui, j'aime ça. J'aime ça travailler, j'aime m'impliquer, puis j'aime ça quand il y a du monde autour, qu'on travaille en groupe et qu'on avance sur des problématiques sociales. Ouais. J'ai retenu aussi une chose que vous avez dite. C'était une de vos photos. Je pense que c'était la deuxième photo quand vous avez parlé de votre tour du monde. Vous avez beaucoup voyagé. Puis une phrase que j'ai retenue, c'est celle-ci que vous vouliez comprendre le monde. Oui, bien, ça va avec une question que je vois aussi là, de M. Je ne sais pas c'est qui, là. Quelle est l'influence de votre voyage? Ouais. C'est Marie-Marianne. Ouais. L'influence de mon voyage sur mon choix de carrière. En fait, je pense que le choix de carrière était déjà fait parce que j'ai fait le voyage après avoir travaillé pour Hydro-Québec. Le choix de carrière était fait. Par contre, cette expérience-là, c'est pas pour rien que je la mets là, elle est fondamentale. Je voulais aller voir comment les autres pays fonctionnaient. Je voulais aller voir c'est quoi les autres religions. Je voulais aller voir. Quand je suis allée en Inde, j'ai eu l'impression de reculer de 1000 ans. Et puis de me dire, OK, dans le passé, ça devait être comme ça, tu sais, pas d'électricité dans les rues, pas de... donc ça m'a fasciné, puis ça m'a permis de prendre le recul que j'avais besoin et de voir un peu la diversité. Aujourd'hui, on dirait la diversité culturelle, de la voir, de la sentir, de la vivre, pas de l'intérieur, hein, parce que quand on voyage, on est toujours des spectateurs, spectatrices un peu. Puis
on est toujours... mais quand même, c'est comme spectateur, et puis j'adorais méditer, je trouvais ça très méditatif. On faisait beaucoup de train. Donc, quand tu as 10 heures de train, tu peux lire, là, mais tu sais aussi beaucoup, tu t'en vas, patatac, 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 le train, et puis que là, tu tombes dans une espèce de zone alpha ou je sais pas quoi, là, où c'est très, très, très méditatif. Donc, je pensais un petit peu, ça m'a permis de penser un peu à mon avenir, pourquoi j'étais allée en génie, comprendre un peu mieux qu'est-ce que je voulais faire après aussi. Donc, de mieux comprendre le monde, ça vous a aidé à mieux vous comprendre? Sûrement. Ah, ben c'est bien dit ça, oui. Oui, sûrement. C'est vous qui l'avez dit, moi, je l'ai traduit dans mes mots. Oui, c'est ça, c'est parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat présentement? Non, il y avait la question de Mariam, on y a répondu. Ah oui, les doctorantes ont-elles plus de chances de se faire embaucher? Je ne sais pas si les choses ont changé, mais embaucher dans l'industrie, en fait, il faut choisir les industries qui ont des centres de recherche ou qui font des choses très avancées. Je pense que Michel veut s'exprimer, puis ça doit être sa question. Oui. Il faut que tu ouvres ton micro, Michel. Je pensais aux universités. Est-ce que les femmes ont maintenant plus de possibilités, étant donné qu'elles sont moins nombreuses à graduer? C'est certain que ça en fait moins qui peuvent accéder à un poste de professeur, mais à votre connaissance, est-ce que les femmes ont plus de chances de devenir professeurs de nos jours? Ben, je dirais à la fois dans l'industrie et mais pas seulement avec les doctorantes. Les finissantes en génie ou dans d'autres sciences où il y a peu de femmes, elles sont très recherchées actuellement. Donc, les industries ont compris et les organismes universitaires ont compris aussi qu'on a intérêt à améliorer la diversité. La diversité, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a des femmes immigrantes, il y a des personnes immigrantes, il y a toutes sortes de choses, il y a de différentes horizons culturels, mais il y a aussi ça, les femmes. Donc, tout le monde a réalisé que la diversité était source d'innovation. Et donc, je dirais, j'aurais envie de répondre oui à votre hypothèse. Parce que si les femmes ont plus de chances de trouver un emploi, elles vont être moins portées à se lancer en affaires à ce moment-là. Ben les affaires, c'est un milieu que je connais un petit peu moins, mais il y en a plusieurs femmes en affaires. Il y en a de plus en plus de femmes en affaires. Donc, les compétences acquises au doctorat ou avant, et puis ce qu'elles ont développé durant le doctorat devrait leur permettre si ça les intéresse, évidemment, de développer, de se lancer en affaires. Elle devrait, puis s'entourer. Moi, c'est la même chose que ce que j'ai fait. Hein, c'est les conseils sont les mêmes. Bien s'entourer, avoir une équipe diversifiée qui nous permet d'avancer et puis qui croit en ce qu'on fait. Oui, tout à fait. On peut faire un lien entre justement le rôle d'un chercheur qui doit constituer son équipe de recherche et le rôle de l'entrepreneur. Il y a certainement là, des qualités qui sont les mêmes ou des compétences qui se ressemblent. En tout cas, au niveau des profils, il y a certainement quelque chose qui est semblable. Ah oui, moi je veux dire, tu as tout à fait raison. Les équipes de recherche et les professeurs qui mènent les équipes de recherche, c'est des entrepreneurs. Ouais. C'est des entrepreneurs. Parce qu'il faut qu'on réussisse, il faut qu'on rentre dans nos budgets, il faut qu'on gère l'équipe, il faut vendre nos idées à l'intérieur de l'université. Exact. C'est comme si on vend un produit, mais nous, on vend de la connaissance. Exact. Voilà. J'ai une dernière question pour vous, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Moi, je suis curieuse de savoir qui ont été les femmes inspirantes pour vous. Je vais vous mentionner certainement Monique Price, avec qui j'ai travaillé, qui était un modèle important, mais pas rien qu'elle. À l'Université Laval, je serais dans une autre université, j'aurais été dans une autre université, ça aurait été la même chose. Les femmes qui travaillaient
en recherche féministe. Il y en a plusieurs de l'Université Laval. Je mentionnerai Hélène Gosselin. Il y a plusieurs Canadiennes aussi qui m'ont, dans le monde anglophone, qui m'ont influencée. Mon Dieu, je ne peux pas toutes les nommer. Là, parce qu'il y en a tellement, puis je vais les oublier. Il y en a tellement. C'est ça. Mais c'est ça, c'est ce que je comprends, c'est qu'il y a des femmes qui ont été des inspirations pour vous, des sources d'inspiration pour vous, et avec lesquelles aussi vous avez eu des liens, parce qu'on l'a vu sur la photo avec Madame Fries. Bon, vous avez eu le plaisir de travailler avec elle aussi. Donc, c'est comme ça, hein, dans la vie, il y a des événements, mais il y a aussi des personnes. Tu as parfaitement raison. Puis j'ai envie d'ajouter que pas seulement que des femmes, il y a des hommes aussi qui ont été des mentors et dont j'ai regardé le parcours et puis qui m'ont inspiré aussi. Donc, c'est important. C'est une sorte de conseil qu'on peut donner à toutes les jeunes femmes qui se lancent, peu importe quel profil, que ce soit en entrepreneuriat pour commercialiser ou plutôt en recherche, c'est de regarder, voir qui peut être des mentors pour eux. Je retiens aussi de bien s'entourer, mais ne pas hésiter peut-être aussi à aller vers les autres. Souvent, on hésite, hein, on peut être impressionné parfois par des personnes qui ont réussi, puis on se demande s'ils vont bien vouloir nous parler, mais on le voit bien là avec vous aujourd'hui, avec Madame Fries, vous êtes des personnes généreuses, vous nous avez offert de votre temps, donc peut-être que c'est un conseil à donner à ces jeunes femmes aussi, là, de ne pas hésiter à aller vers des femmes d'expérience. Exact. Puis c'est pas besoin d'être un à un. Hein. La manière facile de le faire, puis c'est peut-être celle que moi j'ai utilisée, c'est de se rentrer dans un comité. Exact. Ou un groupe. Fait que là, on les rencontre, on travaille avec elles à tous les jours, on voit comment elles fonctionnent. On n'a pas seulement des conseils oraux, des conseils comme ça. On voit comment est-ce qu'elles fonctionnent les autres. Est-ce que je peux faire la même chose? Puis là, on développe nos propres compétences à partir de là. Oui, c'est ça. Par observation. Par observation. Bien, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Moi, j'ai épuisé aussi mes questions, puis on arrive à la fin de notre heure. Je tiens encore une fois à vous remercier chaleureusement, Madame Deschaines, pour le temps que vous nous avez accordé, pour cette présentation, nous avoir donné généreusement une petite parcelle de votre vie, d'avoir partagé avec nous. Et je remercie les personnes qui étaient présentes aussi. Puis, sachez que je le répète, là, c'est enregistré, donc la vidéo pourra être visionnée par plein de monde qui voudront en savoir un petit peu plus sur les carrières en génie ou en sciences et aujourd'hui, plus particulièrement, sur vous, votre carrière à vous, votre cheminement. Merci beaucoup, Madame Deschaines. C'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine. Au revoir. Merci bien. Au revoir.